Si ton enfant se promène la nuit. J'ai peur de la façon dont mon fils marche en dormant, des éclats rouges et bleus me lacéraient les yeux. Un sifflement montait dans mes oreilles, tandis que les klaxons autour de moi retentissaient avec la même violence. Je me suis aussitôt souvenu de la première fois où une voiture m'a renversé. C'était une moto et ils étaient deux dessus. Quand j'ai tenté de me relever, j'ai immédiatement compris que c'était une mauvaise idée. L'adrénaline m'a frappé en pleine tête, les larmes me sont montées aux yeux, mon cœur battait à tout rompre mais ce n'était en rien cette sensation agréable que l'on ressent après un jogging matinal. C'était précisément cet état que j'essayais de chasser depuis plusieurs minutes. Pour la première fois de ma vie, j'ai réellement senti la proximité de la mort. Et cette fois, je n'étais pas seul, ma vue s'éclaircissait peu à peu. Les lumières floues reprenaient la forme de la route, des maisons. Et de mon fils, qui aurait dû être n'importe où sauf allongé face contre terre sur un passage piéton. Mes pensées revenaient lentement. Je savais que je devais expliquer rapidement ce qui s'était passé, mais moi-même, je l'ignorais, tout avait commencé environ une semaine plus tôt, à la fin de l'année scolaire. Ben avait toujours été un enfant consciencieux. Nous nous disputions souvent à propos du temps qu'il passait devant l'ordinateur. Je lui répétais sans cesse qu'un tel rythme nuisait à sa santé. Il acquiesçait et continuait malgré tout. Il ne reste qu'une semaine, disait-il. Puis il promettait de rétablir son sommeil. Je n'avais aucune preuve, mais j'étais presque certain qu'il avait passé plus de nuits blanches qu'il n'y avait de tasse de café vide sur son bureau. Et, au fond de moi, persistait un sentiment de culpabilité, celui de ne pas avoir insisté davantage. Tout a commencé ce qui semblait être un vendredi soir ordinaire. Le corps de Ben s'est soudain mis à se contracter violemment, comme s'il n'avait plus aucun contrôle. Son visage restait paisible, comme s'il dormait simplement, mais ses mouvements étaient brusques, inquiétants. J'ai pensé qu'il faisait un cauchemar et j'ai essayé de le réveiller et j'ai même lancé vers son lit quelques petits objets que je venais de ranger sur le bureau. Il a ouvert les yeux aussitôt. Quand je lui ai raconté ce qui s'était passé, il a paru surpris et a affirmé ne se souvenir de rien. La description de ses propres convulsions lui a même semblé presque amusante. J'ai supposé que cela pouvait être lié à son mode de vie. Sans y accorder plus d'importance, la nuit suivante, quelque chose d'encore plus étrange s'est produit, nous vivions seuls tous les deux, et je lui demandais souvent de m'aider à la maison. Comme la plupart des adolescents, Ben n'aimait pas cela. Ces urgences apparaissaient toujours au moment précis où il fallait faire la vaisselle ou balayer le sol. J'ai remarqué autre chose, il se mettait à s'endormir très tôt précisément les soirs où il pressentait que j'allais lui demander une tâche plus pénible. Ce fut encore le cas cette fois-là. Le linge qu'il devait étendre, j'ai dû m'en charger moi-même. J'ai décidé de lui en parler le lendemain. Alors que j'étendais les vêtements sur le toit, Ben est apparu soudainement, « Je croyais que tu dormais », ai-je dit, je lui ai demandé de m'aider, mais il n'a pas répondu. Sa démarche était étrange comme s'il marchait en s'arrêtant sans cesse. Ses yeux étaient grands ouverts, pourtant il semblait plongé dans une sorte de torpeur. Il avançait lentement sur le toit, sans but, sans réagir à mes paroles déconcertées. Puis il s'est arrêté devant la porte qui menait à l'intérieur. Lorsque nos regards se sont croisés, il y avait dans ses yeux quelque chose de froid, d'effrayant alors même que son visage restait parfaitement neutre. On ne me fait pas peur facilement. Mais ce soir-là, pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti une véritable frayeur et c'était à cause de mon propre fils. Il se tenait si immobile qu'une mouche est venue se poser sur son œil gauche. Le vent est tombé brusquement. Le silence est devenu pesant. J'allais parler, mais il s'est détourné et est rentré dans la maison sans un mot. Le matin, je l'ai de nouveau interrogé à ce sujet. Il a répété qu'il ne se souvenait de rien. Les nuits suivantes, tout s'est reproduit. Ben se levait, errait sans but dans la maison, s'arrêtait à différents endroits les yeux toujours ouverts. J'ai vite compris qu'il était somnambule. Je n'avais pas l'habitude de veiller tard. Mais désormais je restais en alerte pour le reconduire immédiatement au lit. Une fois recouché, il lui fallait quelques minutes avant de fermer les yeux. Puis un léger ronflement commençait et je ressentais chaque fois un profond soulagement. Après cela, il ne se relevait plus, et c'était le signe que je pouvais, moi aussi, m'endormir. La veille de son dernier examen, j'ai de nouveau dû étendre le linge moi-même. J'ai décidé de m'en occuper en attendant qu'il se lève dans son sommeil. Et, en effet, peu après, j'ai entendu ses pas. Je reconnaissais déjà ce rythme lent, irrégulier. Pourtant, chaque fois, un frisson me parcourait. Il est monté sur le toit et s'est arrêté près de la balustrade en béton. J'ai terminé en hâte,
puis je me suis approché pour le ramener à l'intérieur. Quand je me suis trouvé tout près de lui, j'ai aperçu son œil, sa pupille était anormalement dilatée, plus que je ne l'avais jamais vu. Je n'ai compris que quelque chose n'allait pas au moment précis où il a sauté. J'ai eu le temps de l'attraper par la jambe, je hurlais à en perdre le souffle. Mes ongles s'enfonçaient dans sa peau, mes mains tremblaient, je sentais le sang couler lentement le long de mes doigts. À chaque seconde, il devenait plus lourd. Je continuais d'appeler à l'aide, mais il semblait que personne ne m'entendait sauf lui. À un moment, il a paru se réveiller. Imaginez que vous soyez suspendu au bord d'un toit, une douleur brûlante dans la jambe, face au visage terrifié de la personne qui vous retient. Je ne souhaiterais cela à personne. Ben a toujours été plus grand et plus fort que moi. J'ai pris appui de toutes mes forces contre le parapet, même si tenir debout relevait presque de l'impossible. Je savais que si je lâchais, tout serait perdu. Après ce qui m'a semblé une éternité, j'ai réussi à le hisser à nouveau sur le toit. Il était sous le choc quand je lui ai raconté ce qui s'était passé. Après cela, je n'ai plus pu me résoudre à le laisser aller à l'école. À l'aube, j'ai appelé la clinique du quartier. Entre-temps, Ben a écrit à son professeur principal pour prévenir qu'il serait absent. Il fallait consulter au plus vite. Un rendez-vous nous a été donné pour le lendemain matin. La médecin était une ancienne camarade de classe, nous étions restés en contact. Aujourd'hui, je me dis que j'aurais dû exiger une consultation en urgence. Ou m'adresser ailleurs. Il y a tant de choses que j'aurais pu faire et que je n'ai pas faites. Ben est resté toute la journée l'air perdu. Je lui ai ordonné de garder le lit. Seulement les toilettes et revenir aussitôt. Vers le soir, le ciel s'est assombri, et l'attente a recommencé. Il s'est couché très tôt vers 9 h. D'ordinaire, c'était plutôt 1 h du matin. 2 heures ont passé rien. Habituellement, il se levait au cours de la première heure. J'ai même commencé à espérer que, peut-être, cette nuit serait différente. Je suis descendu laver la vaisselle. L'eau coulait, les assiettes s'entrechoquaient. Mais j'étais sûr que s'il se levait, je l'entendrais. Soudain, une fourchette m'a échappé des mains et est tombée au sol. Je me suis penché pour la ramasser et, à cet instant précis, un mouvement brusque a fendu l'air au-dessus de moi. Quelque chose de lourd m'a plaqué contre l'évier, je me suis violemment dégagé, il m'a fallu quelques secondes pour comprendre, c'était Ben. Sa main tremblait. Il tenait un couteau. Ses pupilles étaient démesurément dilatées, je n'ai pas eu le temps de dire un mot et il s'est rué de nouveau vers moi. J'ai couru vers le salon en répétant « Réveille-toi. Réveille-toi. » Comme si cela pouvait encore changer quoi que ce soit. Il me suivait, j'ai compris qu'il fallait appeler à l'aide. N'importe qui. Au lieu de monter à l'étage, j'ai fui dehors en criant, il a couru derrière moi, il a tenté de frapper encore plusieurs fois. J'esquivais de justesse. Je ne pensais qu'à une chose, où porterait son prochain coup. Je n'avais plus de force. J'ai reculé brusquement et j'ai trébuché sur le trottoir. Le choc n'était pas violent, mais inattendu. Il a levé le bras une fois de plus, cette fois comme pour me clouer au sol, j'ai réussi à dévier sa main. Le couteau a glissé et a été projeté plus loin. Mais je me suis entaillé à plusieurs reprises en essayant de l'arrêter, et alors, j'ai fait ce que je regrette encore, j'ai serré les dents et je lui ai griffé l'œil, il a reculé d'un bond, je me suis immédiatement mise à m'excuser. Des lambeaux de sa peau étaient restés sous mes ongles. Des chiens se sont mis à aboyer. Les lumières se sont allumées dans les maisons voisines. J'ai entendu le bruit d'une voiture. Je ne me suis même pas retourné. Ben se tenait devant moi, la main sur l'œil. L'autre, grand ouvert, regardait au-delà de moi, quelque part dans l'obscurité, j'ai compris qu'il s'apprêtait à faire pire encore, quand la voiture s'est approchée, il s'est soudain mis à courir. Je l'ai suivi, la suite s'est déroulée en quelques secondes, un klaxon strident. Un choc brutal. Une douleur brûlante dans ma jambe, à présent, je revois les éclairs rouges et bleus. J'entends les sirènes. Je sens les regards des voisins, même si leurs voix me parviennent à peine, je monte dans l'ambulance derrière Ben. Il est allongé, inconscient, sur le brancard. Les portes se referment. Le véhicule démarre, je prends une longue inspiration, et j'attends.